Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, la protection de l'environnement consacrée comme une liberté fondamentale par le Conseil d'État, voiture autonome et conduite sans les mains, ce qu'il faut savoir, et enfin, un avocat peut-il faire des selfies avec ses clients? On débute tout de suite cette émission avec mon invitée Héloïse Aubray, fondatrice de Green Code Avocat, avec qui on va évoquer la décision du Conseil d'État qui consacre la protection de l'environnement comme une liberté fondamentale. Héloïse Aubray, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous revenir sur le contexte de la décision du Conseil d'État qui consacre la protection de l'environnement comme une liberté fondamentale? Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour m'exprimer sur ce sujet. Donc, le contexte de la décision, c'est qu'un département avait été autorisé à réaliser des travaux pour faire une piste cyclable. Et le long de cette piste cyclable se trouve une haie de cyprès. Et en fait, derrière cette haie de cyprès se trouve la propriété de mes clients, les époux Panchaud. Et il se trouve qu'ils sont biologistes et que depuis 20 ans, ils aménagent leur terrain pour accueillir des espèces, dont de nombreuses espèces protégées. Et en fait, ce terrain, c'est un peu une zone d'étude qui alimente les bases de données naturalistes. Donc, on a des tortues d'Hermann, les arts osselets, etc. Donc, c'est vraiment un endroit de biodiversité exceptionnel. Et lorsque l'entreprise mandatée par le département arrive pour tronçonner la haie, mes clients m'appellent en catastrophe en me disant il y a un habitat d'espèces protégées qui va être détruit. Qu'est-ce qu'on peut faire en extrême urgence puisque l'entreprise est déjà là? Donc, bien évidemment, je ne pouvais pas rester sans rien faire. La seule chose, c'est que la seule procédure d'extrême urgence qui existe contre une personne privée, c'est le référé liberté, qui implique qu'il faut une liberté fondamentale. Or, à ce jour, la protection de l'environnement n'était pas reconnue comme une liberté fondamentale. Mais j'ai quand même décidé de le tenter en ayant 3 objectifs. Le premier, c'est justement de faire reconnaître que le droit à un environnement sain est une liberté fondamentale. Le second, c'est que l'atteinte à la haie était grave puisque nichait de nombreuses espèces protégées à cette époque-là. Et la troisième, qu'elle était manifestement illégale puisqu'il est interdit de détruire des habitats d'espèces protégées sans aucune dérogation, ce que le département n'avait pas. Donc, c'est pourquoi j'ai déposé cette demande de référé liberté. Et le tribunal administratif ne m'a pas suivi dans mon raisonnement et a jugé que la protection de l'environnement n'était pas une liberté fondamentale. Donc, j'ai décidé de faire appel au Conseil d'État via mon avocat avec qui je travaille, Maître Texier, que je salue. Et voilà comment on en est arrivé à cette belle décision. Et donc, du coup, le Conseil d'État a décidé d'ériger la protection de l'environnement comme une liberté fondamentale. Voilà. Et concrètement, ça veut dire quoi? Alors, concrètement, le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé a valeur constitutionnelle depuis 2005, parce qu'il a été consacré dans la Charte de l'environnement. Et en 2005, on avait déjà un tribunal administratif, celui de Châlons-en-Champagne, qui avait reconnu que c'était une liberté fondamentale. Donc, on pensait que les autres tribunaux allaient suivre, mais ça n'a pas été le cas. Donc, depuis 17 ans, en fait, on attendait cette décision pour avoir un vrai moyen d'action lorsqu'une personne privée ou une personne privée chargée d'une mission de service public porte atteinte à l'environnement et qu'il faut pouvoir agir très vite. Parce qu'en matière d'environnement, souvent, les destructions sont très rapides. En revanche, l'environnement met beaucoup de temps à se régénérer. Donc, il fallait absolument avoir un moyen d'action efficace en extrême urgence lorsqu'il y a une atteinte très grave qui est portée à la protection de l'environnement, et c'est ce qui a été consacré. Donc là, ça veut dire qu'on peut utiliser le référé liberté dans les cas de protection de l'environnement pour faire des recours dans ce domaine-là. Exactement, en cas d'atteinte au droit à vivre dans un environnement sain, donc qui est maintenant un droit humain très fort, on peut agir dans un délai qui est extrêmement rapide, de 48 heures, et demander au juge de faire stopper une action qui serait illégale et qui porterait atteinte à ce droit fondamental. Donc, c'est un très beau cadeau pour les générations futures. Donc, c'est seulement dans ces conditions que vous venez d'énumérer qu'on peut agir en référé liberté? Oui, tout à fait. Il faut une atteinte très grave. Bon, la liberté fondamentale est maintenant consacrée, droit à vivre dans un environnement sain. Et une atteinte manifestement illégale. Donc, il ne faut pas que cette action ait été autorisée par une décision administrative préalable. Ce qui n'était pas le cas dans le cas d'espèces, puisque le département ne détenait pas de dérogation lui permettant de détruire les espèces protégées. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous.
Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler voiture autonome et conduite sans les mains avec mon invité François-Pierre Lany, associé de Derienic Associés. François-Pierre Lany, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de passer au niveau 3 de la voiture autonome, la conduite sans les mains. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le niveau 3, sachez tout de même qu'il y a une confusion dans les niveaux, puisque suivant les organisations internationales, nous avons différents niveaux. La France, par exemple, considère qu'il y a 3 niveaux d'autonomie, l'Europe 5, et c'est pour ça qu'on parle de niveau 3 sur l'échelle de 5, et aux États-Unis, il y a 6 niveaux, par exemple, d'autonomie. Donc, le niveau 3, au niveau européen, c'est rester au volant, mais lâcher les mains au siège de conducteur. Pour pouvoir reprendre le contrôle. Exactement, mais lâcher les mains sur le volant. Possibilité de lâcher désormais les mains sur le volant d'une voiture avec des conditions qu'on va évoquer ensemble. Alors donc depuis le 1er septembre, Oui. C'est autorisé sur les voies rapides dans la limite jusqu'à 60 km/h, c'est bien cela? Exactement, sachant que au niveau de la Convention internationale de Vienne, sur la conduite des véhicules automobiles et autonomes, à partir du 1er janvier 2023, au niveau international, et donc la France pourra candidater, on pourra rouler jusqu'à 130 km/h. Mais aujourd'hui, en France, à la lumière des décrets qui ont été publiés, et depuis effectivement la prise d'effet de ces décrets, 1er septembre, c'est une vitesse limitée à 60 km/h. Qu'est-ce que ça change en termes de responsabilité? Alors, beaucoup de choses, à la fois beaucoup de choses et peu de choses. En fait, le principe, c'est une dichotomie entre la responsabilité du conducteur, qui existe aujourd'hui et qui est souvent pleine et entière, et la responsabilité du constructeur automobile, qui existe aujourd'hui. Il y a des cas de responsabilité du constructeur, notamment en cas de défaillance du véhicule. Mais là, eh bien, au niveau pénal, essentiellement, il y a encore tout un travail qui doit être fait au niveau européen sur la responsabilité civile, notamment avec des projets de règlement européens sur l'intelligence artificielle, par exemple, où on va régler des problématiques de responsabilité civile. Mais au niveau pénal, aujourd'hui, eh bien, le législateur a créé des règles de répartition de la responsabilité pénale entre le constructeur et le conducteur. Brièvement, quelles sont ces règles? Eh bien, brièvement, le conducteur, dès lors qu'il a les mains sur le volant, reste pénalement responsable des conséquences des dommages et des délits qu'il effectue, mais aussi, dès qu'il a une alarme, notamment quand il a les mains hors du volant, dès qu'il y a l'alarme du système automatique qui lui demande de reprendre le contrôle du véhicule, il y a un principe de transfert de responsabilité pénale du constructeur au conducteur, avec des difficultés, puisqu'on considère notamment que la prise en main intégrale du volant après l'alarme, eh bien, nécessite 1, 2, 3, voire un contrôle total plus de 4 secondes. Et là, il y a encore une sorte de trou noir, puisque le constructeur dira que l'alarme a bien sonné, et le conducteur dira qu'il a fait toute diligence pour prendre le contrôle, mais il y a un temps de latence. On imagine bien les contentieux à venir. Exactement. Avec ces difficultés. Oui, exactement. Qui existe déjà, notamment avec les systèmes de régulation de vitesse, où là aussi, les systèmes ne répondent pas tout de suite au moment de la prise de contrôle du véhicule par le freinage ou l'accélération. Et là aussi, on a notamment au cabinet des contentieux de responsabilité pénale, puisqu'il y a eu des décès suite à des défaillances de système. Pour terminer, concrètement, quand est-ce qu'on va pouvoir rouler sur autoroute avec une voiture autonome à 130 km/h? Alors, théoriquement, assez rapidement, à partir du 1er janvier 2023, sauf que il y a pour le coup besoin d'avoir des textes français ou européens qui n'existent pas, mais la régularisation des pays membres de cette commission internationale de l'ONU le rend opposable, cette possibilité de rouler à 130 km/h. Après, en pratique, nous n'y sommes pas, puisque peu de véhicules ont cette capacité-là aujourd'hui, notamment
ne sont pas paramétrés pour rouler à 130 km/h. Mais sincèrement, d'ici 2-3 ans, concrètement, on pourra, à tout le moins, quitter les mains du volant sur des autoroutes, essentiellement des autoroutes ou des périphériques, puisque la condition, c'est un séparateur central, et puis l'interdiction, notamment aux cyclistes, de rouler sur ces voies-là, donc pour des raisons de sécurité. On va terminer là-dessus. Merci pour votre éclairage. Avec plaisir. Au revoir. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On poursuit ce Lex Inside avec Marina Chauvel, avocate au barreau de Rouen, élue au CNB, membre de la commission communication du CNB. On va se demander si un avocat peut prendre des selfies avec ses clients. Marina, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, avant d'évoquer la question des selfies des avocats avec leurs clients, quelles sont les règles en matière de communication pour les avocats ? Alors, la publicité personnelle des avocats est relativement récente et autorisée de manière récente. Auparavant, on avait une quasi-interdiction, c'était très strict et très encadré. En 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il n'était pas possible d'interdire les opérations de communication ou de publicité des professions réglementées dont dépendent les avocats. Et on a eu ensuite une évolution législative, notamment avec la loi Hamon de 2014, qui a autorisé de plus en plus de solutions de communication pour l'avocat. Et puis, dernièrement, le règlement intérieur national de la profession d'avocat a été modifié, ses articles 10, et il est dorénavant possible de faire à peu près toutes les actions de communication possibles avec le respect de nos principes essentiels, de notre déontologie. Il est possible pour un avocat d'avoir des réseaux sociaux et aussi un site internet. Donc, vous avez évoqué le fait de pouvoir communiquer du moment de respecter les principes essentiels de la profession. Quels sont ces principes ? Alors, nous avons une déontologie qui est une déontologie très, très stricte, qui encadre à la fois le comportement de l'avocat dans l'exercice professionnel, mais également dans sa vie privée. Donc, c'est une sphère très, très importante pour l'avocat. Cette déontologie, c'est un principe aussi essentiel pour le citoyen et les justiciables que nous représentons. Notre serment reprend l'essentiel de des règles que nous devons respecter. Et donc, lorsque nous prêtons serment, nous jurons d'exercer nos fonctions avec dignité, indépendance, probité et humanité. Il y a beaucoup d'autres principes qui s'ajoutent, comme la délicatesse, comme la confraternité, la modération, la loyauté. Et donc, tous ces principes forment un ensemble de règles déontologiques auxquelles nous devons nous astreindre en permanence. Il y a également le secret professionnel sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, évoquons la question maintenant des selfies pris par les avocats. Est-ce qu'ils peuvent faire des selfies avec leurs clients ? Je vais vous répondre non. Non, par précaution, l'avocat ne doit pas faire de selfie, ne doit pas publier de selfie, ne doit pas autoriser la diffusion de selfies. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, parce qu'il faut respecter nos règles déontologiques. Il y a plusieurs possibilités de selfie. Il y a l'avocat qui va faire un selfie alors qu'il sort du palais avec un de ses confrères, par exemple, qui va le publier sur sur ses réseaux sociaux, mais qui va dans un cadre privé avec un nombre d'amis, pas de manière publique. Là, je pense qu'on peut considérer que l'avocat est autorisé à publier ce genre de selfie, même si, en principe, il ne peut pas s'afficher avec son costume professionnel en dehors de l'exercice de son activité professionnelle. Je ne réponds pas vraiment à votre question puisqu'on doit parler du client, mais c'est une possibilité qui, à mon sens, est ouverte. Le selfie réalisé par le client ou par l'avocat. Alors, si un client vous demande de réaliser un selfie, la difficulté, c'est qu'en réalité, vous ne connaissez pas l'utilisation que va faire ce client du selfie. Et dans le cadre des règles qui sont applicables, il y a tout le respect de la dignité. Alors, tout va être une question de situation. Dans quelles conditions a lieu ce selfie ? Quelle est la pose ? Quel est le lieu ? Est-ce qu'ils sont en train de s'amuser ? Est-ce qu'on respecte l'indépendance ? Et donc, on appréciera les principes de dignité, de délicatesse par rapport à ce selfie précisément. Donc c'est possible sous ces réserves. Voilà, c'est ça. Sous réserve de respecter ces principes essentiels. Et c'est une appréciation in concreto de chaque situation. En revanche, en ce qui concerne le selfie qui est fait par l'avocat avec son client, là, il y a une atteinte, à mon sens,
au secret professionnel, puisque l'objectif de ce selfie, c'est de le publier à la fois sur les réseaux sociaux ou bien sur son site internet, de manière à dire « je suis l'avocat d'un tel », un tel étant manifestement, sinon ça a peu d'intérêt, reconnaissable et connu. Et donc, de s'afficher comme étant l'avocat d'eux, eh bien, c'est strictement interdit. Notre secret professionnel, il est absolu, illimité dans le temps et général. Et surtout, le client ne peut pas nous délier de ce secret professionnel. Le client ne peut pas dire « mais j'ai autorisé mon avocat à prendre ce selfie et à le publier sur les réseaux ». C'est strictement interdit. Le client ne peut pas m'autoriser à ne pas respecter le secret professionnel. Alors, est-ce qu'il ne faut pas changer cela à l'heure où tout un chacun fait des selfies? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir cette voie-là de la même manière qu'ont été autorisées la publication, la diffusion de spots télé, la diffusion de spots sur les radios? Nous sommes très attachés au secret professionnel. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'exercice de notre profession. C'est une garantie pour les personnes que nous représentons. Et je considère qu'il ne faut pas revenir sur ce principe, qui est un principe qui est absolu, sur lequel nous nous battons régulièrement lors de réformes législatives, de manière à ce qu'il soit maintenu. Et là, même s'il faut parfois savoir évoluer avec son temps, là, il y a, à mon sens, une véritable atteinte à notre secret professionnel sur lequel nous sommes très attachés. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.